Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur les bases de la construction d'un portefeuille. Autrement dit, pourquoi pas juste du cash. Petit aparté au début avant de commencer la vidéo quand même. Il faut savoir que je suis absolument pas un expert de la finance. Je fais plus ça par passion. J'ai découvert cette passion il y a quelques années et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, je vais pouvoir faire des erreurs, dire peut-être des bêtises. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, apporter des nuances. Et voilà, évidemment, ne vous fiez pas à la lettre à ce que je vais dire. Et donc, comme toujours, c'est pas un conseil en investissement. Voilà, je vous partage plutôt mon avis. Et voilà, je crois que c'est parti, on peut commencer. Alors, première question, pourquoi faire? À quoi est-ce que ça sert de construire un portefeuille d'investissement? Alors la première chose à savoir, c'est que les monnaies, elles perdent de la valeur avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Avec une même quantité d'argent, vous pouvez acheter de moins en moins de choses avec le temps. C'est ça, c'est que il y a de plus en plus de monnaie en circulation et du coup, ça fait que cette monnaie vaut moins. Elle permet d'acheter moins de choses. Et là, je vous ai mis une petite image d'un menu McDo. Je trouve que c'est un exemple assez parlant. Les menus McDo, je pense que tout le monde a déjà remarqué ça. Au fur et à mesure du temps, les menus coûtent de plus en plus cher. Donc, avec 10 francs, 10 euros, au fur et à mesure du temps, vous pouvez avoir un menu de plus en plus petit où vous n'avez plus l'argent pour vous acheter un menu. C'est pour ça que c'est utile d'investir pour se prémunir de l'inflation et, avec un peu de chance, avoir plus d'argent à la fin de l'année qu'au début, en enlevant l'inflation. Mais attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, voilà, je vous ai mis un petit exemple du poker pour vous dire. Ah, bonne question. Pourquoi j'ai mis l'exemple du poker? Ouais, exactement. Non, écoutez, passons à la suite. Alors, définir ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'il faut définir ses objectifs? Parce que ça permet d'avoir une ligne directrice et une sorte de vision de vers où vous allez et pourquoi vous investissez. Maintenant, c'est quoi les principaux critères? Le premier, c'est quel est votre horizon de temps? Évidemment, on n'investit pas de la même manière si on a 20 ans, on vient de finir nos études, que si on a 60 ans et on arrive à la retraite. D'accord? On ne va pas prendre le même risque parce qu'on ne sera pas prêt à subir la même volatilité. Donc si je résume grossièrement, parce que c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire, à 20 ans, vous pouvez vous permettre de pendant 5 ans être en baisse sur votre portefeuille. Donc imaginons que vous mettiez 10 000. Ok? Pendant de vos ventes à vos 25 ans, vous pouvez vous permettre que ces 10 000 passent à 5 000 pendant 3 ans. C'est chiant, évidemment, mais c'est pas si problématique que ça. Parce que vous investissez dans un but justement long terme et que vous, ce qui vous compte, c'est ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir, par exemple, je sais pas, à 40 ans, avoir de quoi faire un apport pour acheter une maison. Mais évidemment que si vous avez 60 ans et vous investissez pour votre retraite, quelques années avant votre retraite, vous serez très très embêté de vous retrouver avec un portefeuille qui vaut 2 fois moins que quand vous avez investi. Deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des objectifs précis? Par exemple, acheter une voiture, une maison, financer les études de vos enfants, vous financer une formation, redirection professionnelle. Voilà, c'est pas obligatoire d'avoir des objectifs précis, mais ça peut être utile pour avoir un montant à atteindre, par exemple. Troisième point, peut-être le plus compliqué à définir, c'est le rendement que vous attendez. Est-ce que vous vous attendez à avoir un gros rendement et du coup prendre pas mal de risques ou pas? On reviendra là-dessus plus tard. Et le dernier, du coup, quelle est votre appétence au risque? Donc, quel risque êtes-vous prêt à prendre? Ça aussi, c'est une notion sur laquelle on va revenir. Alors, comme je vous ai dit avant, le rendement. Déjà, on va commencer par une petite définition du rendement. La première chose, c'est que le rendement, c'est la rentabilité d'un placement en comparant le gain ou la perte à l'investissement initial. Je vous ai mis comment on calcule ceci. Donc, le calcul du rendement, c'est somme finale
moins somme initiale, divisé par somme initiale, fois 100 si vous voulez l'avoir en pourcent. Souvent les rendements, on les a en pourcent. Alors, première chose à savoir, c'est que le rendement est dépendant de la durée de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comparer des rendements sur la même durée de temps. Un rendement annuel se compare avec un rendement annuel. D'accord? Si vous avez un rendement mensuel de 3% ou un rendement à comparer avec un rendement annuel de 10%, eh ben, c'est bien de les mettre les deux sur un rendement annuel. Parce que là, dans le cas précis, un rendement mensuel de 3%, ça équivaut à un meilleur rendement sur une année qu'un rendement annuel de 10%. Voilà, donc quand je dis dépendant de la durée de temps, c'est pour dire attention, un rendement peut se calculer sur plein de durées de temps, mais c'est bien de tous les comparer sur la même durée de temps. Voilà, juste pour avoir des chiffres qui se comparent entre eux, sinon c'est un peu ce bull quoi. Deuxième chose, le rendement peut être négatif. Vous pouvez perdre de l'argent. Hein. Un rendement, c'est pas toujours positif, malheureusement. Donc, faire attention à ça. Troisième chose, le rendement, il peut être utilisé pour chaque actif et pour un portefeuille complet. Donc un rendement, on peut le regarder sur quel est le rendement de vos actions Apple sur les 5 dernières années ou quel est le rendement de votre portefeuille complet, composé d'actions Apple, d'un peu d'or et d'obligations d'État américaines. Et le dernier point le plus important de tous, s'il fallait en retenir qu'un, c'est lui. Rendement passé est égal pas à rendement futur. Donc, c'est pas parce qu'un actif a très bien performé les dernières années qu'il va faire la même chose les années à venir. Évidemment, les données passées sont quand même un bon indicateur pour se faire une idée de ce qui pourrait se passer par la suite, mais c'est pas une prédiction certaine, d'accord? Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, je vais essayer de prendre un exemple assez concret. Qu'est-ce qu'on pourrait pas... Bah voilà. Avant, je vous avais mis l'image du casino. Je sais pas pourquoi je voulais en parler. En fait, je sais, mais on y reviendra plus tard parce que c'est un truc un peu. Enfin, c'est vers la finalité que j'aimerais en arriver là. Mais si on reprend cet exemple du casino, quand vous jouez à la roulette, d'accord? C'est pas parce que 4 fois d'affilée, la bille est tombée sur une case noire que la 5e fois, ça a tombé sur une case noire. D'accord? Tout de même, et c'est pas non plus la même chose pour dire que ah, c'est tombé 4 fois sur la case noire, ça a tombé sur la case rouge. Non. Donc, ce qui s'est passé dans le passé n'équivaut pas forcément à ce qui va se passer dans le futur. D'accord? Maintenant, de nouveau, pour faire une nuance à ça, si on reprend le jeu de la roulette, si vous avez un très grand échantillon de ce qui s'est passé sur la roulette, on va dire vous avez les 100 000 derniers tours de roulette qu'il y a eu, ça va vous permettre, sans connaître les pourcentages de chances que la bille arrive sur chaque case, de les déduire. En faisant des estimations, bah en moyenne, ça arrive une fois sur 36 sur la case 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est toujours utile d'avoir les données passées. Mais ce n'est pas une prédiction des données futures. Maintenant, deuxième chose, un peu moins fun, le risque. On va recommencer par une petite définition. Alors, le risque, c'est la probabilité que le rendement réel d'un placement soit différent du rendement attendu, incluant la possibilité de perdre une partie ou la totalité du capital investi. Le rendement se calcule ou se voit principalement sur la variation du prix d'un actif. C'est-à-dire, vous détenez des actions Apple, on reprend ce même exemple. Plus la valeur de ces actions va fluctuer fortement dans le temps, c'est-à-dire jour 1 ça vaut 100, jour 2 ça vaut 200, jour 3 70, jour 4 160, on va estimer qu'il y a un plus gros risque que l'action, on va l'appeler action stable, qui elle fait 100 jour 1, 101 jour 2, 103 jour 3, 102,5 jour 4, etc. D'accord? Donc plus la variation est élevée, plus on estime qu'il y a un risque. Deuxième chose, chaque actif possède ses propres risques. Les risques ne sont pas les mêmes entre chaque actif. D'accord? Par exemple, on reprend l'exemple de l'action Apple. L'entreprise Apple a par exemple un risque de réglementation. Si en Europe, on interdit,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? On interdit par exemple le Play Store. Je dis Play Store, putain, c'est l'App Store. Et bien évidemment que c'est très embêtant pour Apple qui risque de voir ses bénéfices diminuer. Alors que si vous achetez de l'or, vous n'avez pas ce risque-là. C'est des risques différents. Donc chaque actif a ses risques à lui. Et des risques de marché évidemment, qui sont partagés par beaucoup d'actifs. Troisième chose, la monnaie a aussi certains risques. On en revient à ce que je disais au début par rapport à l'inflation. Croire que détenir juste de l'argent sur un compte en banque est égal à ne prendre aucun risque, c'est faux. Le risque de l'inflation, c'est le premier risque, et il y en a plein d'autres. D'accord? Par exemple, il se pourrait que détenir cet argent sur un compte, un jour il soit gelé. Par exemple, avec les sanctions qu'il y a eu sur les avoirs russes. Tout d'un coup, les Russes se sont retrouvés à ne pas pouvoir utiliser l'argent qu'ils possédaient sur leur propre compte. Donc, la monnaie a aussi des risques. Et le quatrième point, c'est que généralement, plus le rendement est élevé, plus il y a de risques. Donc en gros, plus vous avez des gains potentiels élevés, plus il y a de risques. C'est pas toujours le cas, et évidemment, c'est quand on investit ce qu'on cherche à maximiser, entre guillemets, le rendement risque. Donc avoir le meilleur rendement en prenant le moins de risques. Mais il faut quand même noter que de manière générale, plus il y a de rendement, plus il y a de risques. Maintenant, les principaux actifs. Alors, on va passer sur une petite définition d'un actif. Un actif est un instrument financier représentant une valeur monétaire détenue par une personne ou une entreprise et échangeable sur les marchés ou entre particuliers. Premier exemple, les matières premières. L'or, l'argent, le bronze, à l'époque le sel. Est-ce que le sel c'est une matière première? Je sais pas. Non, je vais peut-être retirer le sel, mais probablement que c'est une matière première, je sais pas. Deuxième classe d'actifs, les actions. Donc c'est des droits de propriété d'entreprise, si on devait résumer ça grossièrement, Apple, Microsoft, L'Oréal et plein d'autres. Troisième classe d'actifs, les obligations. Donc des obligations, c'est de la dette. Quand vous détenez une obligation, c'est l'équivalent de vous prêter de l'argent à quelqu'un. Et cette personne va vous rendre avec un peu plus. Alors évidemment, c'est un gros résumé, c'est pas exactement ça, mais c'est comme ça qu'on pourrait décrire ça le plus facilement possible. Il y a deux types d'obligations. Il y a les obligations d'État et d'entreprise. On considère généralement que les obligations d'État sont sans risque, entre guillemets. Pourquoi sans risque? Parce qu'il y a extrêmement peu de chances que l'État ne vous rembourse pas. Vu que la plupart des États contrôlent d'une certaine manière l'impression monétaire, ils seront toujours en mesure de vous rembourser. Contrairement aux entreprises qui peuvent faire faillite. Vous prêtez 500 balles à l'épicier du coin, et ben qui sait, dans 2 mois il fait faillite, il vous rembourse jamais, il se barre aux Caraïbes et c'est finito pour vous. Donc voilà, elles ont pas, les obligations d'État et d'entreprise n'ont pas exactement le même risque. La monnaie. Il y a différentes monnaies, évidemment, dollar, euro, franc suisse. C'est aussi des actifs. Par exemple, le franc suisse, on estime que c'est un actif refuge, c'est-à-dire que quand les entreprises se portent mal, quand le marché se porte mal, souvent le franc suisse monte. Donc c'est aussi une classe d'actifs. Et j'ai mis et encore plein d'autres. Pourquoi plein d'autres? Parce qu'en réalité, il y a une infinité d'actifs. Enfin une infinité, en tout cas il y en a énormément. Il y a l'immobilier que je pense que vous connaissez pour la plupart. Les ETF qui sont, si on devait résumer ça, des paniers d'actifs souvent. Par exemple, il y a des ETF Monde qui répliquent genre les 2000 plus grosses entreprises mondiales, etc., etc. Il y a les crypto-monnaies aussi, le Bitcoin, le Solana, et j'en passe. Il faut savoir qu'il y a des trucs encore plus exotiques, hein. Par exemple, si je reviens à la définition, échangeable sur les marchés ou entre particuliers. Pourquoi entre particuliers? Par exemple, les cartes Pokémon, c'est un actif. Il y a des gens qui ont acheté des cartes Pokémon
et qui ont pu les revendre bien plus cher des années plus tard. Notamment, je crois que ça s'appelle Dracofeu, quelque chose comme ça, le Dracofeu de la première édition des cartes Pokémon vaut super cher à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'actifs différents. Mieux vaut diversifier que guérir. J'ai une petite blague, je sais pas si vous avez capté la référence et tout, mais voilà, c'est mon petit côté humour. Définition de la diversification. Qu'est-ce que c'est que la diversification? C'est une stratégie d'investissement qui consiste à répartir son capital entre différents actifs. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de diversifier? Parce que ça permet de réduire le risque global. Plus vous êtes diversifié, donc plus vous détenez des actifs différents, de différentes classes qui se comportent différemment en fonction du marché, moins vous risquez de perdre sur tous les actifs en même temps. Et donc, c'est-à-dire, la variation de votre portefeuille sera plus douce et il y aura moins de grosses corrections. Ça permet du coup des opportunités de rendement équilibrées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet justement d'avoir un rendement équilibré et de, entre guillemets, limiter au maximum le risque pour un même rendement. C'est-à-dire que si vous avez 3 actions différentes, donc d'entreprises différentes, qui ont chacune un rendement annuel en moyenne de 5%, c'est probable que pendant cette année, quand une baisse, elle sera compensée par la montée des deux autres. Et c'est-à-dire avec le même rendement, donc le rendement de 5%, ça vous aurez pu acheter n'importe laquelle des trois, vous aurez ce rendement 5%. Bah, en achetant un peu des trois, vous aurez toujours en moyenne ce rendement de 5%, mais beaucoup moins de variations violentes. Et du coup, ça permet une meilleure flexibilité. Pourquoi? Parce que si on en revient à ce que je vous disais au début avec les objectifs et par exemple la durée de temps de placement, imaginons que vous avez une couille, que tout d'un coup, vous devez absolument avoir de l'argent pour, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pour acheter une nouvelle voiture parce que vous avez fait un méga accident, plus vous étiez bourré, vous avez fait n'importe quoi, l'assurance rembourse rien du tout, vous évitez de justesse la prison, et vous avez besoin d'une nouvelle voiture pour aller travailler. Et bien évidemment, plus vous êtes diversifié, moins il y a de risques que vous retrouvez tout d'un coup le jour où vous devez vendre avec un portefeuille qui a énormément perdu en valeur. Et donc, vous pouvez vendre une partie de votre portefeuille et récupérer assez d'argent pour acheter votre voiture. Alors que si vous êtes très peu diversifié, et ben peut-être quand vous avez besoin d'acheter votre nouvelle voiture, et ben c'est pile au moment où, super mauvaise news économique, vous avez acheté que des actions Apple, les nouveaux iPhones sont tout pourris, et du coup l'entreprise Apple se porte très mal, et du coup vous vendez vos 10 000 francs que vous aviez au début de l'année, ben en fait c'est 5 000 maintenant, et vous vous retrouvez qu'avec 5 000. Donc voilà pourquoi ça permet une meilleure flexibilité. Et dernière chose, ça limite souvent le rendement, c'est vrai. Évidemment que plus vous êtes diversifié, plus vous aurez une sorte de moyenne des rendements des actifs. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? L'action Nvidia, qui a explosé ces 3 dernières années. Et ben c'est vrai que si il y a 4 ans, vous aviez acheté que des actions Nvidia, bah évidemment que vous retrouveriez bien plus riche maintenant que si vous aviez un peu d'actions Nvidia, un peu d'actions Apple, un peu d'actions Google, qui s'appelle Alphabet, etc., etc. Donc c'est vrai que ça limite souvent le rendement maximal en guillemets que vous pouvez atteindre. Mais ça permet de minimiser le risque. Et pour finir, je vais quand même vous présenter différents exemples de portefeuilles. Donc j'en ai choisi 3 pour aujourd'hui. Le premier, c'est le portefeuille qu'on appelle des 4 saisons. Le but de ce portefeuille, c'est d'être assez diversifié et que chaque actif se comporte différemment en fonction du scénario économique. Donc 25% d'obligations, 25% euros, mais on peut mettre ça cash, ça peut être du dollar, du franc suisse, 25% or, 25% actions. C'est quoi l'avantage? Quand les actions se portent mal, souvent l'or se porte mieux. Et l'euro. En gros, c'est ça, c'est chacun est censé un peu compenser l'autre. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a de temps en temps des scénarios économiques où
ben, entre 3 au moins de ces actifs performent mal, mais c'est plutôt rare. C'est quand même plutôt rare. Deuxième type de portefeuille, 100% actions. Donc vous détenez que des actions. Évidemment, du coup, le deuxième portefeuille a en moyenne sur du très long terme un meilleur rendement que le premier, parce qu'il y a plus de risques, mais meilleur rendement. Et le dernier, c'est le 60-40, un peu la formule originelle des banques, de ce qu'on vous propose en banque. Donc 60% d'obligations, 40% d'actions. Et les deux, justement, souvent se compensent. Quand les actions se portent mal, en règle générale, les obligations se portent mieux. Voilà. Ah oui, et du coup, on va quand même revenir au truc de base que je vous ai montré là, parce que j'ai un peu bégayé et tout. Mais pourquoi je vous ai mis cette image du poker? Pour vous dire que c'est pas parce que vous trouvez la pépite, donc entre guillemets le bon actif sur lequel investir qui va très bien performer dans le futur, que vous devez placer tout votre argent dessus. Justement, la construction d'un portefeuille, c'est gérer combien on met dans quoi. Et l'exemple du poker, je trouve que c'est un très bon exemple parce que imaginons que vous avez paire d'as avant de retourner les cartes sur la table. Donc c'est la meilleure main du jeu. On ne peut pas avoir une meilleure main que vous à ce moment-là du jeu. Mais si vous placez tout votre argent là-dessus, il se pourrait que quelqu'un, par exemple, à côté de vous, qui lui a paire de 2, donc vous, le loser, il n'a pas une paire d'as, il est un moins bon jeu que vous faites all-in, il fait all-in, et quand on retourne les cartes au milieu de la table, ben il y a deux autres 2 sur la table, et il se retrouve avec 4-2, donc il vous bat. Imaginons que voilà, vous n'avez pas trouvé, il n'y avait pas deux autres as sur la table, malheureusement pour vous. Il vous bat, et il finit avec tout votre argent. Donc c'est pour dire justement que même avec un actif qui semble objectivement être très prometteur, que vous avez des vraies raisons de croire que c'est lui qui va bien performer dans le futur, il faut toujours faire attention à combien d'argent on place sur cette conviction. Et du coup, souvent, même tout le temps, j'ai envie de dire, c'est une très mauvaise idée de mettre tout son argent sur un seul truc. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires ou s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je parle, c'est avec plaisir. Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas trop si ma vidéo elle était brouillon, si j'étais dans tous les sens, si j'ai pas été très clair. J'espère que ça a été. Et pour la prochaine vidéo, j'aimerais bien essayer de faire un truc où en gros le but c'est de créer un portefeuille. Je risque probablement de faire un portefeuille crypto parce que c'est quand même la classe d'actifs que je connais le mieux. Et le but c'est de sortir des vidéos de temps en temps sur ce portefeuille, comment est-ce que quelles sont les transactions que je fais, à quel moment est-ce que je vends, est-ce que j'achète, pour un peu voilà, vous partager ma vision des choses et mon avis pas toujours très intelligent à propos du marché et des investissements. Voilà. Et du coup, bonne journée à tous et bonne continuation.